Je n'avais pas prévu de faire une vidéo sur Amazon, mais quand je vois un moins de 12% en une journée avec des résultats qui, selon moi, sont plutôt positifs, je me dis, voilà, je n'ai pas juste résisté à l'idée d'en faire une, ok? Je préfère mentionner une chose. Je suis actionnaire d'Amazon depuis très longtemps. Et la conclusion est, malgré le 12% d'aujourd'hui, je ne compte rien vendre du tout, ok? Avant de parler d'Amazon en particulier, on va mentionner 2 ou 3 éléments. Donc, je prends ceci, Amazon, parce que les entreprises vivent et meurent. OK? Ici, je vais mettre ce qu'on appelle Business Life Cycle. Et vous remarquez ici que les entités, les entreprises ont tendance à avoir... On a des entreprises qui... Voilà ça. Donnez-moi... Voilà. Généralement 1, 2, 3, 4, 5. On a à peu près 6 étapes de vie. Notamment ici, c'est la start-up, la croissance rapide. On a quand on dit début de la croissance rapide, croissance mature, maturité et déclin. Dépendamment ici de ces cycles, vous avez, et ici on parle généralement de croissance majoritairement organique, ok? Dépendamment de ces cycles-ci, vous avez à peu près des niveaux de croissance, bien déterminés. Okay? Ce que je vais mentionner ici, c'est Amazon se retrouve à quel niveau? Est-ce que c'est une entreprise avec une croissance élevée ou une croissance mature? Pour moi, la réponse, c'est Amazon est entre les deux. OK? Entre ces deux éléments-ci. Et si c'est le cas, je ne m'attends pas à ce qu'on évalue Amazon en prenant en considération les bénéfices nets. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que les bénéfices nets d'Amazon augmentent de plus en plus. On va faire un tour d'horizon ici. Déjà même, calmons-nous. On va lire l'article. On revient au niveau des bénéfices nets. On termine avec les états financiers. OK? Mais vous savez déjà que par rapport au niveau de vie de l'entreprise, on sait que PER, machin truc, à prendre avec des pincettes, il faut légèrement guesstimer. Donc, il faut à peu près avoir une idée générale des attentes ici du management par rapport aux marges. Et déjà poser la question de savoir le business en lui-même. Est-ce que je le comprends? Est-ce qu'ils ont un pricing power? Ma réponse également sera oui à ce niveau-là. Ce n'est même pas une discussion. OK? Le business d'Amazon est... Voilà. Je rappelle que je suis actionnaire. Et donc, vous pouvez comprendre que je suis très enthousiasmé généralement quand je parle d'Amazon. Je pourrais parler d'Amazon toute une journée sans toutefois jamais mentionner les chiffres, ok? Dépendamment des secteurs d'activité. Et moi, je vais vous montrer quels sont les segments que moi, je surveille sur Amazon, ok? Donc, et qu'est-ce que j'attends par rapport aux différents segments d'Amazon? Et vous allez voir que le segment le plus important en termes de revenus, de chiffre d'affaires, est généralement celui qui est le moins important pour moi. Parce que je sais exactement à quoi lui il sert. À quoi ce segment-là sert généralement? Et qu'est-ce qu'Amazon doit faire à ce niveau-là? Bref, on va lire l'article ici de Zone Bourse. OK? On va le commenter. On ne va pas le lire, on va le commenter. On va commenter l'article. Donc, l'article ici écrit par Émilie Servoz, donc le 2 du mois d'août 2024. Si les résultats désastreux d'Intel occupent le haut de l'affiche médiatique depuis hier soir, ils n'occultent pas l'autre contre-performance du jour, celle d'Amazon dont l'action perdait 7% post-séance. Actuellement, on est à 12%. Le titre du vendeur en ligne américain coté à Francfort confirme cette tendance ce matin, moins 8% dans les premiers échanges. Actuellement, on est à moins 12%, n'est-ce pas? Pour Intel, j'ai fait une note d'analyse dessus quand je mentionnais que moi je quitte le dossier, etc. Et voilà, que la croissance actuelle était uniquement due à toute la hype au niveau ici de l'intelligence artificielle. Mais à ce niveau-là, Amazon, Intel n'était pas très bien positionné pour le moment. OK, donc j'ai profité pour prendre ma plus-value et je suis passé à autre chose. Donc ce qui arrive sur Intel en date d'aujourd'hui, j'aimerais dire que ce n'est que normal. Parce que les marchés finaux d'Intel sont différents par rapport à AMD et comment on appelle ça encore, et Nvidia. D'accord? Bref, mais tout ce qui concerne les ordinateurs portables avec avec l'intelligence artificielle pourront peut-être bénéficier ici. Enfin, les PCI AI, un truc comme ça, ça pourrait être bénéfique pour Intel, parce que ces marchés finaux généralement sont généralement très liés avec le segment des ordinateurs personnels ici. OK? Donc, revenons à notre article. OK? Jeudi.
Plusieurs sociétés généralement qualifiées de game changer publiaient leurs résultats trimestriels. Ces entreprises ont en effet la capacité de rendre le sourire aux investisseurs ou au contraire de les déprimer. Donc, au-delà de leur sphère d'influence directe, si Apple a plus ou moins fait le job en signant une publication rassurante face à des attentes assez faibles, Intel et Amazon ont lourdement déçu. Déçu, c'est le marché qui dit, hein, parce que moi, je ne suis pas déçu. La crise existentielle de l'ancienne star des processeurs a été abordée ce matin par ma collègue. Ok, on ira commenter cet article également. Aussi, vais-je me concentrer sur le cas d'Amazon. Allons-y. Donc, Amazon voit le consommateur s'affaiblir. Le groupe créé par Jeff Bezos a délivré des performances plus élevées que prévues au second trimestre, mais a surtout multiplié les mises en garde. D'abord, contre le ralentissement de la croissance des ventes à cause de la frilosité des consommateurs. Oui, tout le monde, si on prend à peu près la plupart des détaillants dans ce segment-là, vous allez voir que c'est un peu frileux en ce moment. Ok, ça devait bien arriver un jour. Ne l'oubliez pas. Parce qu'au sorti de la pandémie, ces gens avaient beaucoup d'argent. D'accord? Et aujourd'hui, ils ont d'autres impératifs. D'accord? Donc, on pourrait assister à un ralentissement. C'est normal. C'est pas une décroissance, c'est un ralentissement. Ça fait partie de la vie. C'est pour ça qu'on suivait les multiples d'évaluation. D'accord? On sait que la vente en ligne n'est pas la vache à lait du groupe. Loin de là. Mais un ralentissement du commerce à grande échelle n'en reste pas moins une mauvaise nouvelle. En parallèle, Amazon met les bouchées doubles pour investir dans l'intelligence artificielle, ce qui pèse sur les comptes. Quand on faisait l'analyse au niveau, l'analyse sectorielle que j'ai présentée sur le segment des semi-conducteurs ici, et les équipements ici liés aux semi-conducteurs, on a parlé ici d'une augmentation ici des dépenses. Donc une augmentation ici des revenus pour ce genre d'entreprise-là. Qui dépense? Qui dépense? Qui dépense? Vous avez la réponse. Et donc, si le revenu de ces entités-là augmente, c'est parce que les capex d'Amazon vont augmenter, Microsoft, Meta, Google. Et la question que vous devez vous poser, parce que vous devez réfléchir comme des entrepreneurs, c'est pour ça qu'il faut d'abord comprendre ce que l'entreprise fait et se mettre à la place du PDG. Si Amazon vous appartenait, est-ce que c'est le moment de réduire la dépense en capital par rapport à tout ce qui est lié à l'infrastructure lié à l'intelligence artificielle générative? Ce n'est clairement pas le moment. Au contraire, il faudrait en profiter parce que derrière, les services que vous allez vendre, d'accord, vous allez pouvoir vendre des services à valeur ajoutée parce que vous serez bien positionné pour la croissance de ce segment à long terme et qui va en bénéficier finalement les compagnies de logiciels. Donc, c'est toute une chaîne de valeur. Toute une chaîne de valeur. J'aime ça. OK? Donc, pour moi, ici, ce n'est pas une mauvaise information. Ça va. C'est normal. OK? Donc, AWS, la branche serveur, continue en revanche à afficher une croissance effrénée en maintenant un gros pouvoir sur les prix, un pricing power, qui gonfle les marges. Il faut aussi noter qu'en dépit de la prudence des consommateurs, la publicité est toujours très dynamique. Le management pense que ça peut continuer et ça va continuer. Vous négligez Amazon sur le segment advertising. C'est le segment que moi, je regarde en particulier parce que les marges sont très élevées. Ces marges-là vont avoir tendance à croître. Le segment ici de la vente en ligne, personnellement, c'est un segment qui doit juste autofinancer. C'est tout. Parce que le gros ici, ça sera fait au niveau des abonnements. OK? Parce que si le consommateur sait qu'en allant sur Amazon, j'ai toujours les meilleurs prix possibles, je peux me faire livrer en 24 heures ou bien dans la même journée, le fait que Amazon augmente le prix lié à ses différents abonnements ne va pas impacter négativement le consommateur final parce que la valeur qu'il retire est plus élevée. Donnez de la valeur, donnez de la valeur et vous en recevrez également. Amazon donne de la valeur aux clients. OK? Amazon donne de la valeur aux clients, ce qui fait que quand on paye son abonnement annuel ici, on n'a pas l'impression de se faire, entre parenthèses, flouer. OK? Donc, pour moi, ça reste positif. Les 3 points noirs qui expliquent la baisse du titre. Les projections de chiffre d'affaires T3 plus faibles que prévu en lien avec la consommation, qui est pour moi le segment Bref, c'est celui qui, je l'observe juste comme ça, mais voilà, il a quand même un impact sur le chiffre d'affaires
Mais moi, je suivais les marges, les bénéfices opérationnels des deux autres segments. Donc, une croissance du carnet de commandes d'AWS qui se normalise tout en restant élevé. 19%, c'est extraordinaire. Vous pensez qu'on n'allait jamais arriver à 19%? Ça va même continuer à baisser. La croissance n'est pas éternelle. D'accord? La croissance, il y a une certitude, c'est que la croissance, la croissance va être de moins en moins élevée. Plus on atteint la maturité, moins on aura tendance à avoir une croissance à double chiffre. Concentrez-vous sur la taille du marché. OK? Et vous allez avoir une idée générale de la croissance à venir. Des investissements accrus au second semestre, notamment en lien avec l'intelligence artificielle. Bien sûr, c'est important d'en faire. Donc, plus généralement, cette publication fait se rejoindre plusieurs craintes actuelles du marché. Le consommateur est moins fringant et les bienfaits présumés de l'intelligence artificielle tardent à se matérialiser, en tout cas à court terme. Ceux qui gagnent sur l'intelligence artificielle, comme je l'ai mentionné, ce sont les vendeurs ici, ce sont les entités comme Nvidia, les data, et tout ça. Mais à long terme, ça c'est à court terme, d'accord? À moyen terme, on aura à peu près les AWS, enfin long terme, moyen terme, AWS et le reste. Et à long terme, c'est le segment des logiciels. Littéralement. Bref, maintenant, regardons, je vais revenir aux marges d'Amazon. Hein. Regardons les bénéfices, mais pas les bénéfices. Allons observer l'entité ici, segment par segment. Je rappelle que je n'ai pas encore écouté le conference call. D'accord? Et j'aurais tendance à le faire ici. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Alors, je vais zoomer ça ici. Donc, on observe. 1. Croissance des ventes. Ici à ici. D'accord? On a à peu près 30 milliards en supplément. Ce qui représente, ce qui est assez intéressant. OK? Ensuite, les ventes de produits, ventes de services. Moi, j'aime bien la partie de la vente de services. Qu'est-ce qui augmente plus rapidement? On peut voir ici à vue d'œil, c'est la partie service qui augmente plus rapidement que la partie produit. Ça, c'est à marge plus élevée, cette partie-ci. Les marges sont plus élevées ici. Donc, moi, ça m'intéresse de voir que cette partie augmente plus vite que cette partie. Ensuite, le coût de vente. Bon, il faut regarder par rapport aux marges. Est-ce que, voilà, l'augmentation est moins élevée? J'aime ça. Ici, tout ce qui... Fulfillment, ça veut dire encore quoi en anglais? C'est tout ce qui concerne ici... Oh là là, ce terme m'échappe souvent. Donnez-moi juste un instant. Je cherche mes mots. Alors, traduction de fulfillment, ou c'est fulfillment, comment on dit ça? On va le mettre ici. Voilà. OK. Je vais revenir ici. Alors, je sais que ça a quelque chose à lier avec la livraison, etc. Ici, voilà. Non. Center, ça veut dire quoi? Traduction. OK. Oui, ça a quelque chose, c'est en lien avec la distribution, la livraison, etc. Donc, ce sont les dépenses à ce niveau-là. Et donc, on remarque que c'est à peu près aux alentours de 45 milliards. Ça augmente moins rapidement. Moi, je veux voir l'augmentation ici. Si c'est moins rapide que celui-ci, globalement, on va regarder les dépenses. Si les dépenses évoluent moins rapidement qu'ici, donc c'est simple. Nous avons à peu près combien? 291 milliards. On va mettre ici 291,29 divisé par 261,741. Ça donne combien? 11% global. Les dépenses augmentent de combien? Si je fais ici fois 249,286, les dépenses augmentent moins rapidement. Parce que normalement, si les dépenses augmentaient également de 11%, on aurait eu 277. Donc, ça me permet de voir ici que les dépenses ont augmenté moins rapidement. Simple. Et qu'est-ce qui se passe? Et regardez tous les segments ici. Au niveau des salaires, General Administrative Expense, moins élevé. Sales and Marketing, plutôt légèrement moins élevé. Et j'aime ça. Ce qui permet ici au Operating Income d'augmenter. Et donc, en termes de marge, ça donne à peu près un 30 milliards ici, divisé par le revenu actuel, à peu près 291,29
290. Je prends sur les 6 mois, hein. Ça donne à peu près combien? 10%. Est-ce que l'année précédente, est-ce qu'on avait 10%? Non. On avait à peu près aux alentours ici, je pense qu'on avait moins que 12. On avait 12,455. Excusez-moi, 12,455 divisé par celui-ci, 261,714. Voilà, ça donne à peu près 4,75%. C'est-à-dire que le bénéfice opérationnel augmente. Il a même, je pense qu'il a plus que doublé. Amazon devient de plus en plus rentable. D'accord? Sur le dernier trimestre, ici, on avait 14,7. J'arrondis, hein, parce que ça ne sert à rien d'avoir la précision. Ici, on a 148 divisé par 148 milliards au total. Donc, ça donne un peu aux alentours de 10% par là. Globalement, en annuel, on a du 10%. Donc, voilà, on reste sur la même tendance. C'est assez intéressant. Par rapport à l'année précédente. D'accord? Ensuite, on continue. Interest income, vu que Amazon a beaucoup d'argent, elle a des revenus ici issus des intérêts, ok, sur ses placements, sur son cash disponible ici, son cash investi, légèrement en obligations. Donc ça, je dirais, ça ne fait pas partie du day-to-day de l'entreprise. Si on a 0 cash ici, on aura 0 ici. Ok, si on a du cash, on aura quelque chose. Donc ça, il faut ajuster les bénéfices de ce montant-ci. Interest expense, c'est par rapport à la dette. Other income, other expense, il faudrait regarder qu'est-ce qui est inclus à ce niveau-ci. Donc, on donne généralement l'explication dans les rapports financiers. De manière générale, on a eu à peu près un net income de 24 milliards. Normalement, je devrais aller vers 24 milliards, disons même 22 milliards par là. OK? Par rapport au chiffre actuel, 22 milliards sur 291 millions de revenus, ça donne un rendement des bénéfices nets aux alentours de 7,5%. Est-ce que c'est plus élevé que l'année précédente? Bien sûr que oui. Remarquez que le bénéfice net est plus élevé également par action et il est également plus élevé à ce niveau-ci. Ce qui veut dire quoi? Les marges d'Amazon augmentent de plus en plus. L'entité n'a pas encore atteint sa maturité et donc ces marges-là pourraient encore augmenter. Ensuite, on va regarder ici l'évolution de manière globale. En Amérique du Nord, faites le même exercice, hein, d'accord? À l'international, vous remarquez quoi à l'international? Qu'est-ce que vous remarquez? À l'international, on gagne de plus en plus d'argent, du point de vue opérationnel. OK? Et ça, c'est intéressant. AWS, même chanson, vous allez regarder à quoi ça ressemble, etc. Donc, les ventes consolidées. Donc, on voit ici que pour Amazon, normalement, AWS, c'est vraiment la vache à lait. C'est intéressant. Ensuite, après, vous avez à peu près les segments ici, la croissance globale, etc. 11%. Je me suis amusé à faire ça alors que c'était déjà écrit ici. Le sell mix ici, voilà. Je vous laisse, vous pouvez aller faire ça vous-même. Maintenant, quand on regarde le bilan sur les 6 derniers mois, 71 milliards de cash, plus ceci, d'accord, c'est du quasi-cash ici. À ce niveau, vous avez du recevable pour 50 millions ici, 173, current asset 158 ici. Et je pense que Amazon est au niveau où elle peut se permettre ici de payer d'avoir un compte payable un peu plus élevé. Elle peut payer ici, elle peut repayer ici ses fournisseurs en retard parce qu'elle peut écouler les volumes très rapidement, ce qui va lui donner un avantage encore plus élevé dans le futur. Pourquoi? Parce qu'elle va fonctionner ici avec du cash. Elle ne va pas dépenser de cash pour acheter de la marchandise. Elle va uniquement donner une promesse de remboursement. OK? Et ça, c'est un avantage concurrentiel dans les entreprises qui vendent en détail. Parce qu'Amazon vend en détail. OK? Et donc, on continue. La dette en elle-même ici, 70 liste. Bon, je ne prends pas ça. Voilà, ça sont les loyers. Les loyers se repayent d'une autre manière ici. Donc, ici, voici le véritable endettement, c'est ça et ça. D'accord, il faudrait regarder qu'est-ce qui est inclus ici, mais voilà, on reste à peu près sur quelque chose autour de 80-81 milliards par là. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore regarder ici, de manière globale, le free cash flow. Et le free cash flow, il est questionnable. Comme je l'ai mentionné ici, le free cash flow de cette compagnie, il faut faire très, très attention. Et on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Il vous mentionne, enfin, justement, je voulais parler des stock-based compensation. Stock-based compensation ici, il mentionne du 3%, mais vous allez voir que c'est un peu plus élevé que ça. C'est même littéralement trop élevé selon moi. D'accord? Donc ici, on va arriver justement au niveau des stock-based compensation. Où est-ce que j'ai cette information-là? Alors,
Est-ce qu'on a trouvé l'information? Je ne l'ai pas ici. Mais voilà, je l'ai pris à ce niveau. Je vais zoomer. Donc, sur les 6 derniers mois, en cash flow opérationnel, et je mentionne que la meilleure manière même d'évaluer Amazon, c'est de regarder le cash flow opérationnel et d'appliquer un multiple de valorisation. Je pense qu'aux alentours de 15 fois les cash flows opérationnels, moins la dette nette. OK? Donc, n'allez pas évaluer Amazon en prenant en considération la dette, le PER ou bien ce genre de choses. Là, soit vous prenez le cash flow opérationnel, je pense bien, oui, soit on prend le cash flow opérationnel. Je pense que 15 mois de bénéfices, c'est quand même beaucoup pour le cash flow opérationnel. Hein. Ou on prend également ici l'EBITDA. En tout cas, on va y arriver. Donc ici, vous remarquez qu'on a à peu près 23 milliards 831. De quoi? Stock-based compensation. Donc quand Amazon mentionne qu'on a des free cash flow de 50 milliards et des patates, non, c'est faux. Votre free cash flow est de 25 milliards. C'est déjà beaucoup, nous sommes d'accord. Mais on constate que, en réalité, nous, en tant qu'actionnaires, on ne reçoit pas la totalité. Le bénéfice net en question, on ne reçoit pas la totalité de ce bénéfice net-là parce qu'il est impacté par ce genre d'éléments. OK? Attention également, je mentionne une chose. Vous voyez également qu'il y a beaucoup de variations au niveau du BFR ici, donc ce qui peut impacter ces bénéfices nets. Parce qu'en réalité, à la finalité, ce serait à peu près d'avoir des bénéfices nets aux alentours de 80 milliards par là. OK? Moins à peu près aux alentours de 80 milliards en termes de bénéfices nets. Le free cash flow peut être plus élevé ici, mais il faut prendre en considération, si on prend en considération le stock-based compensation, 100% la variation ici du BFR, on aura tendance ici à se rapprocher du net income. OK, donc pour moi, je pense que le net income représente la véritable rentabilité du business pour le moment. Donc, globalement, si on revient sur Amazon, les résultats actuels ne me dérangent pas du tout. Je trouve qu'ils sont plutôt corrects. OK, donc moi, je ne suis pas déçu de ces résultats-là. Et donc, le 11% en date d'aujourd'hui, pour moi, ça veut juste dire opportunité, point barre. Maintenant, en termes d'évaluation, ça donne quoi? Amazon n'est pas encore mature. Donc, quand on analyse du Amazon, vous remarquez que les marges EBITDA augmentent de plus en plus. Au dernier trimestre, on avait du 18%. Est-ce que c'est plus élevé que le même trimestre l'année précédente? L'année précédente, ici, au mois de juin, on avait à peu près aux alentours de 14%. Donc, les marges EBITDA augmentent de plus en plus. C'est bien. Donc, si on l'évalue ici à 10 fois les EBITDA, donc valeur d'entreprise en prenant en considération les EBITDA attendus, disons qu'on prend en considération EBITDA moyen, la médiane, en N+3, on s'attend à 158 milliards. À 10 fois les EBITDA à cette période-là, on sera à peu près à une valorisation aux alentours de 1 trillion 600 par là. OK? Ce qui n'est pas très loin de la valorisation actuelle. OK? Mais il n'est pas exclu que les EBITDA en question augmentent. Parce que n'oubliez pas que l'entité ne fait qu'augmenter ses marges. Et quand on regarde ici les EBITDA attendus à cette période-là, 158 milliards, par rapport aux revenus attendus, sales, revenus, on prend ça à ce niveau. Excusez-moi d'être aussi long au niveau des chiffres, hein, mais voilà. C'est souffrir de m'entendre parler de chiffres et de chiffres. Donc, 710, ça fait 22%. Donc, on s'attend à une augmentation des marges EBITDA dans le futur, n'est-ce pas? Donc, si on prend après la valorisation actuelle, je pense que Amazon va se situer aux alentours des 158 $. Mais attention, Amazon augmente ses marges EBITDA. 10 fois les EBITDA, c'est la moyenne. Pour ceux qui ne savent pas où est-ce que je prends ce chiffre-là, allez lire le livre qu'on appelle Deep Value. D'accord? Vous allez comprendre, on parle d'EBITDA. Non. C'est Acquire Multiple. D'accord? Je pense que c'est comme ça qu'on appelle. C'est le livre, c'est le nom du livre en question. Je vais aller chercher ça ici. Acquire Multiple de Tobias Carlyle. Voilà. De Acquire Multiple, How the Billionaire Contrarian, machin truc. C'est ce livre-ci de Tobias Carlyle. D'accord, allez le chercher, on en parle. Il a fait des études très poussées sur les bidas ici. Donc, il faut également aller voir, je pense que What Work on Wall Street, ce genre de choses-là, de O'Shaughnessy, vous allez trouver à peu près des éléments par rapport à l'EBITDA ici.
Et donc, l'EBITDA, ce n'est pas du bénéfice net. Donc, faites très attention. Okay? Parce que quand vous allez peut-être valoriser des entités dans le segment ici des énergies renouvelables, vous allez voir qu'ils ont généralement des EBITDA très élevés. D'accord? Si vous appliquez ce genre de multiples là-dessus, on va se dire, ah, c'est extrêmement sous-évalué. Mais il faut toujours prendre en considération le CAPEX et ce genre de choses-là. Donc, pour moi, au prix actuel, on voit que l'EBITDA en question, on s'attend à peu près à quelque chose entre 160 milliards. Je arrondis à 160 milliards. Et si j'ai pris la médiane, hein, je n'ai pas pris la moyenne. J'ai pris la médiane. D'accord? Si je prends la moyenne, on sera à peu près à combien? Oui, c'est le même prix par rapport à la moyenne, c'est une bonne chose. Donc, imaginez, même pas imaginer, si on va en année N plus, disons, N plus 5, ça donne combien? 233. Et si on applique à peu près le même multiple de valorisation à 10 fois l'EBITDA, on a à peu près 2 trillions 300. Et je rappelle ici que les marges augmentant de plus en plus, le chiffre pourrait être complètement différent. Donc, pour Amazon en date d'aujourd'hui, est-ce que l'entité est sous-évaluée? Pour moi, je considère qu'Amazon est correctement évalué par rapport aux attentes à venir sur les 2 prochaines années, disons les 3 prochaines années, incluant 2024. D'accord? Les attentes sont raisonnables. Et donc, on pourrait également être surpris par une augmentation des marges. Et Amazon a un pricing power presque inutilisé. Le segment advertising, qui, selon moi, est un segment qu'on néglige beaucoup. Pourtant, les marges sont extrêmement élevées. Et Amazon n'a rien à envier à Apple dans ce segment, du même Apple, à Google avec ce segment-là. OK? On a le online store, c'est 110 milliards. Concrètement, généralement ici, je ne m'attends pas à des marges élevées. Autofinancement. Physical store, essentiellement ici, c'est... Comment on dit ça? C'est surtout pour le retour des produits, etc. Okay? Donc, je m'attends également ici à un autofinancement. Donc, on a 120 milliards ici dans ce chiffre d'affaires-ci qui est essentiellement lié à l'autofinancement. Third Seller Services, ça, c'est généralement des services à marge ou sur lesquels on pourrait attendre des marges plus élevées. Advertising également. Augmentation d'advertising, c'est 20%, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez également que ce segment-ci, je pense également, il augmente assez rapidement. Le segment des abonnements, il augmente, mais pas assez rapidement à mon goût. Et il pourrait encore augmenter les prix ici. Donc, ce segment-ci, on peut avoir tendance à augmenter les prix à ce niveau. Et donc, ça pourrait entraîner l'augmentation du chiffre d'affaires à ce niveau, du segment abonnement. Donc, 1, 2, 3, pour moi, ce sont les éléments que je suivais au niveau des operating cash flow. Et je pense que ces éléments-ci, on pourrait avoir tendance à augmenter les prix à ce niveau-là. Donc, Amazon, au prix actuel, on ne surpaye pas. Pourrais-je dire même que c'est correctement évalué à mon goût. Je pense que j'ai fait une vidéo sur Amazon dernièrement. Je ne me souviens même pas de toutes les vidéos que je fais souvent ici. Mais globalement, par rapport au prix actuel, tout va dépendre ici de l'augmentation des marges. Si les marges sont un peu plus élevées qu'attendu ici, ce qui n'est pas impossible, comme je l'ai mentionné, on pourrait avoir un prix bien plus élevé que ça. N'allez pas regarder Amazon du point de vue free cash flow, etc., machin. Voilà, on va se dire que ça ne donne clairement pas une idée, ça ne donne pas une idée générale de la rentabilité du business ici. En tout cas, à court terme. Parce que c'est une entité qui est encore en plein développement. Donc, les marges actuelles ne représentent pas la véritable rentabilité du business. Donc, pour moi, la variation actuelle est exagérée. Et Amazon va généralement avoir cette tendance à se payer avec un certain premium. Et quand bien même on ira regarder les net income, disons, attendus en N plus 3, on s'attend à du 80 milliards. Si je fais 80 milliards à 25 fois les bénéfices, on a un chiffre, je pense qu'on va atteindre à peu près ici les 2 milliards de... Comment on appelle ça? On aura à peu près 2 milliards ici de capitalisation boursière. Pourquoi si je fais 80,7 multiplié par 25? Pourquoi 25? Parce qu'Amazon peut jouir d'une croissance de 10% en moyenne sur les années à venir, puis couplé d'une augmentation, couplé avec une augmentation des marges, elle pourrait littéralement s'échanger à 25 fois les bénéfices. OK? De toute façon, si Amazon s'échange en dessous des 20 fois les bénéfices, ça m'intéresse beaucoup. OK? Divisé par la capitalisation, le nombre d'actions actuellement, on a 10,64 divisé par 10,64. Donc, on va osciller entre 160 et 189. J'ai pris 25 fois les bénéfices. Admettons même que je descende à 20 fois les bénéfices. On n'est pas loin ici des $160.
On ne va pas dire ici que wow, 8 dollars de différence, c'est surévalué. Non, non. C'est la même chose. La marge des RPEC de plus ou moins 20%, ici, ça ne change pas grand-chose. OK? Donc, ici, Amazon est correctement évalué au prix actuel. Sinon, légèrement sous-évalué si on applique un multiple de 25. Et donc, c'est clairement le type d'entreprise qui pourrait mériter ici. On ne surpaye pas au prix actuel. On s'attend certainement pas à une explosion massivement ici, mais voilà, au prix actuel, ça serait une bonne... intéressant d'y rentrer. D'accord? Et donc, si on vient nous chercher aux alentours des 140, 120 ou bien 100, pourquoi pas? OK? Pourquoi pas? Donc, pour moi, ça reste intéressant du Amazon. Ça reste intéressant. Le CAPEX, tout ça, il augmente, mais ce n'est pas la première fois qu'on a un CAPEX élevé. Quand on regarde le CAPEX par rapport aux revenus ici, en trimestriellement, on a déjà eu des CAPEX très élevés en 2021 à 14%. Là, on a du 11-12%, donc on pourrait avoir quelque chose d'encore plus élevé que ça. Et vous remarquez, c'est que depuis 2019, le CAPEX a littéralement a doublé. Et c'est un CAPEX de croissance. Est-ce qu'il est nécessaire qu'on dépense autant? Oui. C'est justifié. Et vous remarquez qu'Amazon avait un CAPEX un peu moins élevé que ça. Et donc, si Amazon réduit les CAPEX, les marges des free cash flow pourraient être de plus en plus élevées. Mais n'oubliez pas qu'Amazon également ici a, voilà, le service de livraison, ça coûte de l'argent. Donc, c'est quand même un capital intensif. OK? Donc, il pourrait augmenter le prix au niveau des abonnements ici, mais les CAPEX pourraient rester stables. En tout cas, ça pourrait rester au même niveau que la dépréciation amortissement. Je pense qu'on peut le voir ici au niveau des rapports financiers. Si on regarde ça, au niveau des dépenses ici, des dépenses opérationnelles, qu'est-ce qu'ils ont ici? Operating, la dépense opérationnelle ici. Le cash flow opérationnel, plutôt. Je parle de dépenses opérationnelles. C'est le cash flow opérationnel. On va regarder ça rapidement, juste pour terminer dessus. Histoire de voir où est-ce que ça correspond à ce qu'on a provisionné ici pour le cash, pour la dépréciation amortissement. Généralement, il est où? Voilà, il est ici. Dépréciation amortissement, on a mis de côté 49 milliards. OK. Dépréciation amortissement, capitalized content cost, operating lease, etc. Donc ici, on a dépensé 59 milliards. Donc on a un 10 milliards ici de capex de croissance. Donc on pourrait réduire ici ce capex de 10 milliards. Ça augmentera ici le free cash flow de 10 milliards. Donc le free cash flow en lui-même, il passera au lieu de... Enfin, techniquement, ce free cash flow également, il doit être ajusté de ce montant-ci. Et donc, il passera à peu près 57, on sera à peu près 40 milliards, moins ce prix-là. Donc, on va revenir à peu près à ce qu'on avait... grosso modo à ce qu'on avait à peu près au niveau des net income. OK? Donc, il reste impacté ici par le BFR. Et le BFR à court terme, parce que comme je l'ai mentionné à long terme ici, Amazon aura tendance à avoir des comptes payables de plus en plus élevés. Dans le sens où elle aura tendance à repayer ses comment on appelle ça encore? Les fournisseurs en retard. Parce qu'elle sera de plus en plus... Enfin, elle est de plus en plus grosse, donc elle a un pouvoir de négociation sur les fournisseurs. Et ça, c'est un avantage, surtout là, au niveau de la vente au détail. Bref, 33 minutes pour parler de chiffres. Maintenant, il reste à écouter le conference call, les dépenses en capital, etc. Segment advertising, où est-ce qu'on se voit, au niveau du target par rapport aux marges ici, où est-ce qu'on s'en va, etc. Bref, pour moi, de manière générale, je reste optimiste sur Amazon. Et je me réserve d'ailleurs le droit de me tromper. OK? Un like, comme vous voulez, un abonnement. Bref, je ne demande même plus à ce qu'on s'abonne. Faites ce que vous voulez. N'oubliez pas, en description de la vidéo, ici, vous avez le service Top Premium, où je partage généralement des notes d'analyse sectorielles, notamment sur les softwares. J'en ai partagé dernièrement. C'est pour ça que je suis assez optimiste pour ce secteur-là, même si on aura un ralentissement à court terme, même si on prévoit un ralentissement ici à court terme, généralement, mais tout simplement parce que les dépenses en capital ici sont plutôt orientées vers les infrastructures pour la plupart des entités. D'accord? Vous avez tout ça en description de la vidéo avec le... Est-ce qu'Amazon mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Bien sûr, puisqu'elle est déjà dans le portefeuille. Donc, on les met ici. Amazon va avoir tendance à payer un dividende tôt ou tard. Donc, pour ceux qui recherchent un dividende, ce n'est pas fou d'acheter du Amazon au prix actuel parce que vos rendements sur coût d'acquisition pourraient être très élevés. Imagine, actuellement, c'est quoi? 80 milliards? 80,7 attendu, d'accord? Divisé par ce qu'on a présentement, ça représente à peu près 4,74% de rendement au prix actuel. Et elle n'est pas très endettée, pour ne même pas dire qu'elle n'est même pas endettée. OK? Ça donne à peu près 4,74%. Donc,
le prix actuel reste intéressant. Donc, tout ça, vous l'avez en description de la vidéo, le programme d'accompagnement ainsi que le pack du débutant pour ceux qui veulent apprendre à lire les rapports financiers, lire les états financiers, d'accord? Donc, tout est en description de la vidéo et on se donne rendez-vous sur la prochaine. Pour moi, ces résultats-là sont plutôt corrects et donc, le marché, pour moi, surréagit. Et on va continuer quand même à suivre Amazon à long terme, ok?